Merci d'être là aujourd'hui. On va vous présenter le résultat de 2 ans de travaux qu'on a fait, François et moi, avec plusieurs collaborateurs. Vous allez voir, ça a résulté en beaucoup de publications, puis un rapport. Donc, pourquoi s'intéresser à l'épaule? Pourquoi faire un bilan des connaissances à l'épaule? Il faut savoir que parmi les problèmes musculo-squelettiques, les problèmes à l'épaule, c'est la deuxième raison de consultation après les problèmes vertébraux. On parle d'une prévalence environ de 48 personnes sur 100 qui, une fois dans leur vie, vont avoir des problèmes à l'épaule. Si on regarde les statistiques pour les travailleurs du Québec, on parle entre 2000 et 2007 d'environ 60 000 cas indemnisés, donc à peu près 7 500 cas par année. Les coûts annuels, on parle plus de 300 millions entre 2007 et 2011. Puis, une caractéristique intéressante, c'est que ça implique 2 fois plus de jours d'absence au travail que les atteintes lombaires. On pense souvent que les atteintes lombaires, c'est des atteintes qui se chronicisent puis qui amènent beaucoup d'absence au travail. Mais les atteintes à l'épaule aussi, c'est un problème qui a tendance à se chroniciser. C'est surtout un problème qui est lié à la dégénérescence tendineuse et de l'articulation. Donc, c'est pour ça qu'en vieillissant, ça amène des problèmes assez chroniques. Il y a certaines études aux Pays-Bas qui ont regardé comment ça prend de temps avant d'avoir un rétablissement complet. Donc, ils évaluaient les gens à la première visite médicale, puis ils regardaient dans le temps quand est-ce que la personne sentait qu'elle avait un rétablissement complet. Après 6 mois, environ 50 % des gens disaient qu'ils avaient eu un rétablissement complet. Après 1 an, 60 %. Donc, il reste toujours un 40 % qui ont toujours des symptômes et des limitations fonctionnelles. Donc, ça montre vraiment que c'est un problème qui se chronicise. Parmi tous les diagnostics potentiels à l'épaule, ce sont les atteintes de la coiffe des rotateurs. Cet ensemble d'atteintes-là qui sont les diagnostics les plus fréquents. On parle environ de 50 à 85 % de toutes les atteintes à l'épaule. Comme je vous disais tantôt, c'est un problème qui est dégénératif à la base, donc la prévalence augmente avec l'âge. Puis même rendu à 70-80, la plupart des gens ont des ruptures de coiffe qui ne sont pas toujours symptomatiques. Dans les milieux cliniques, avant le rapport, il n'y avait aucune approche standardisée et validée pour faire un bon diagnostic et une évaluation clinique des travailleurs, pour faire un suivi médical et de réadaptation basé sur les données probantes, puis faire une bonne prise de décision face au retour au travail. Vous allez voir, c'est l'objectif qui est le plus problématique dans notre bilan des connaissances parce qu'il n'y avait pas de données probantes. Donc, quand il n'y a pas de données probantes, c'est dur de faire des bonnes recommandations. Donc, c'est vraiment, au niveau de la prise de décision face à un retour au travail, on n'a pas vraiment pu répondre à cette question-là. Donc, les différents milieux cliniques utilisent différentes méthodes d'évaluation et d'intervention. Puis ça repose pas toujours sur les données probantes. Donc, c'était vraiment ça le but de faire un bilan de connaissances, c'est vraiment pour baser nos interventions sur des données probantes, utiliser les meilleurs tests diagnostiques pour faire déterminer l'atteinte. Puis anciennement, il n'y avait aucune synthèse accessible aux cliniciens pour intégrer les données probantes. Donc, l'IRSST s'est allié avec le rapport pour faire un appel de proposition. Puis, ce qu'il voulait, c'était un bilan des connaissances, donc un mélange de revues systématiques et de méta-analyses, qui avait pour but de résumer les données probantes et concevoir des recommandations cliniques concernant l'évaluation clinique, les interventions médicales et de réadaptation, et la prise de décision pour un retour au travail. À la base, la population cible était toute atteinte à l'épaule, présente chez les travailleurs, mais quand on a commencé, on s'est aperçu que les principales atteintes qui étaient vues chez les travailleurs, c'était les atteintes de la coiffe des rotateurs. Puis juste avec la coiffe des rotateurs, on avait déjà beaucoup de données probantes. Donc, on a décidé de mettre l'emphase principalement sur les atteintes de la coiffe des rotateurs, surtout pour les 2 premiers objectifs. Pour le retour au travail, il n'y avait pas assez de littérature spécifique sur la coiffe des rotateurs, donc on a décidé d'élargir ça à toutes les atteintes à l'épaule. Donc, comme je vous dis, notre population cible était les atteintes de la coiffe des rotateurs. Ce qu'on veut dire par atteinte de la coiffe des rotateurs, c'est 3 principales catégories d'atteintes. Donc, les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, les ruptures partielles de la coiffe des rotateurs et les ruptures transfixiantes de la coiffe. Quand on parle de tendinopathie, il y a plusieurs sous-diagnostics qui sont utilisés pour cette catégorie-là. Donc, il y en a qui parlent de tendinose des tendons de la coiffe, syndrome d'abutement, conflit sous-acromial, bursite sous-acromiale, sous-deltoïdienne, tendinopathie dans la longue portion du biceps. En clinique, on s'aperçoit que toutes ces atteintes-là ont pas mal les mêmes signes et symptômes. Donc, on a combiné la littérature qui portait sur ces différentes atteintes-là, puis on les a regroupées sous l'appellation tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Donc, pour faire notre bilan de connaissances, on a utilisé une approche utilisant la pratique basée sur les données probantes. Donc, au début, on a défini plusieurs questions de recherche qui nous permettaient de répondre aux différents objectifs. Ensuite, on a fait une recherche systématique dans la littérature. Donc, les principales bases de données qu'on a utilisées sont PubMed, CINAHL, Embase, Cochrane, principalement pour les études d'intervention, et PEDRO. Ensuite, on a fait des analyses critiques. Donc, on a utilisé différents outils d'analyse critique de la littérature selon le type d'études qu'on avait. On a fait aussi une synthèse des résultats. Donc, comme je vous disais, on a fait des revues systématiques pour tous les sujets. Puis, quand on avait des données qui nous permettaient de faire une méta-analyse, on a fait une méta-analyse. Et à la fin, on formulait des recommandations. Puis, les recommandations étaient basées selon le niveau d'évidence. Donc, on utilisait les grades, qui est une façon de déterminer le niveau d'évidence de nos recommandations. Donc, le premier objectif, c'était l'évaluation clinique. Donc, l'objectif 1, c'était de résumer les évidences sur les propriétés psychométriques et diagnostiques. Donc, quand on parle de tests diagnostiques, on parlait des tests physiques et l'imagerie médicale. Puis ensuite, pour les outils d'évaluation clinique, on a fait une revue systématique sur les outils de mesure clinique, les tests de performance et les questionnaires qu'on peut utiliser avec les atteintes de la coiffe des rotateurs. Donc, pour le diagnostic, si on regarde les tests physiques pour le diagnostic d'une atteinte de la coiffe des rotateurs, une tendinopathie, on a regardé plusieurs tests. Donc, les tests classiques qui sont utilisés chez cette population-là. Le test Kennedy-Harkins, le NIR, le MTCAN, l'arc de mouvement douloureux. En gros, on s'est aperçu que les tests avaient pas mal tout le même niveau de sensibilité, spécificité. Les tests de provocation sont pas mal tous sensibles, donc des sensibilités à peu près en haut de 0,8, mais sont peu spécifiques. Le test qui était le plus sensible, c'est le test de Kennedy-Harkins, avec une sensibilité d'environ 0,86. Tandis que le test qui était le plus spécifique, c'est le test de l'arc de mouvement douloureux. Ici, vous voyez, c'est des tests qu'on utilise, c'est des courbes ROC qu'on utilise pour faire des méta-analyses pour les tests diagnostiques. Donc, à gauche, sur l'axe des X, c'est la spécificité. Sur l'axe des Y, c'est la sensibilité. Donc, le point rouge, c'est comme la conclusion, la moyenne de toutes les études qu'on a incluses. Tous les petits points ronds que vous voyez, ce sont toutes les études qui ont été incluses. Plus le rond est grand, plus que l'étude est importante dans la méta-analyse. Vous avez le cercle bleu, qui est l'intervalle de confiance à 95 %, qui est très large, comme vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Puis on a un petit rond pointillé rouge. Ça, c'est l'intervalle crédible. C'est plus l'intervalle crédible qu'on doit aller voir pour ce type d'analyse-là. Ça nous montre un peu la variabilité qu'on a à cause des différentes populations qu'on évalue, à cause des capacités de chacun des évaluateurs. Ça nous donne un peu la vraie variabilité de ce test-là. Donc, vous voyez que pour les tests physiques, parce que vous allez voir la différence tantôt avec les tests d'imagerie, c'est beaucoup moins variable d'un évaluateur à l'autre. Ici, on voit quand même qu'on a une bonne variabilité. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pas mal tous les tests ont des niveaux de sensibilité et spécificité assez semblables. Pour les ruptures transfixiantes, donc, on a divisé ça, premièrement pour l'infra et le supraépineux. On a vu que le meilleur test pour exclure ce diagnostic, donc le test qui est le plus sensible, c'est le test de l'arc de mouvement douloureux. Puis pour confirmer le test, donc le test qui est le plus spécifique, c'est le test External Rotation Lag Sign. Vous voyez encore, il y a beaucoup de variabilité d'un test à l'autre, à part pour l'External Rotation Lag Sign, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui l'ont évalué. Puis les seules études qui l'ont évalué, ce sont des études de celui qui a développé le test. Puis, comme vous le savez, ceux qui développent le test ont toujours des données incroyables. Donc, le temps nous dira s'il reste aussi stable que ça, aussi spécifique. Pour ce qui est du sous-scapulaire, parce que c'est quand même des tendons assez différents, donc on ne les évalue pas de la même façon en clinique. Pour le sous-scapulaire, pour exclure ou confirmer le diagnostic, c'est le test de Internal Rotation Lag Sign. Donc, une sensibilité relativement faible, mais une bonne spécificité. Donc, la recommandation, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun test avec une sensibilité et une spécificité en haut de 90. Il y a l'arc de mouvement douloureux qui a une spécificité et une sensibilité en haut de 0,8. Donc, c'est quand même acceptable en clinique. Comme je vous disais, il y a quand même une équivalence diagnostique de tous les tests évalués. Donc, tu vois, les tests, la plupart des tests, c'est des tests qu'on provoque la douleur. Ce qu'on voit aussi dans la littérature dernièrement, c'est que les gens commencent à évaluer les qualités diagnostiques d'une combinaison de tests. Donc, ils prennent des éléments de l'histoire,
Ils prennent des éléments au niveau de la douleur, des questionnaires auto-administrés et des tests physiques. Ils rassemblent ça, puis ils vont voir quel élément qu'on devrait mettre pour déterminer notre diagnostic. On n'avait pas assez présentement pour conclure, pour faire une méta-analyse ou une revue systématique avec ces tests-là, mais on s'aperçoit qu'il y a plusieurs études qui commencent à en faire de ce type d'études-là. Puis on s'aperçoit que les données de sensibilité et spécificité sont plus élevées que pour un test seul. Puis en fait, c'est logique qu'on commence à faire ça parce qu'en clinique, c'est ce que les cliniciens font. Donc, ils prennent plusieurs éléments pour bâtir leur diagnostic. Donc, je pense que dans peut-être les 10 prochaines années, on va commencer à avoir des études qui sont vraiment excellentes puis qui vont beaucoup nous aider pour établir le diagnostic. Ensuite, pour l'imagerie. Donc, comme vous voyez, les indices de sensibilité et spécificité sont beaucoup plus stables pour l'imagerie. Donc, ici, on a regardé 3 types d'imagerie. L'échographie, la résonance magnétique, puis l'arthro-résonance magnétique. Là, je présente juste les données de la rupture transfixiante parce qu'en clinique, c'est surtout pour ça qu'on va envoyer les gens, pour savoir s'il y a une rupture de la coiffe des rotateurs. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que les 3 tests d'imagerie sont très sensibles et spécifiques. On parle de sensibilité et spécificité au-dessus de 0,9. Puis, comme vous pouvez voir, d'une étude à l'autre, il y a peu de variabilité. Donc, ça démontre qu'on peut quand même avoir confiance aux résultats de l'imagerie. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait utiliser de l'imagerie avec tout le monde? Évidemment pas. C'est pas à cause que nos valeurs diagnostiques avec les tests physiques sont plus faibles qu'on devrait éliminer ces tests-là. C'est encore des tests qui sont excellents. En fait, nos recommandations cliniques pour la pertinence de l'imagerie, on dit que l'imagerie devrait être principalement utilisée pour vérifier la présence d'une rupture transfixiante chez des patients suspectés d'en souffrir sur la base des tests cliniques. Donc, tout est basé quand même sur les tests cliniques. Et que l'imagerie devrait être utilisée dans 2 cas principalement. S'il y a un échec du traitement conservateur, donc si ça fait une couple de semaines, une couple de mois que la personne est traitée puis il n'y a pas d'évolution clinique, donc on pense que c'est un cas qui devrait aller vers la chirurgie. Dans ce temps-là, on pense que la personne devrait aller vers l'imagerie tout d'abord. Et chez les gens en aigu, donc c'est traumatique, surtout chez les gens qui sont jeunes et qui sont en santé. Donc c'est des cas qui doivent être opérés rapidement. Donc dans ces cas-là, on pense que l'imagerie, c'est peut-être une des premières choses à faire si à partir de nos tests cliniques, on pense que la personne a une rupture de la coiffe des rotateurs. Comme je vous disais tantôt, les 3 tests d'imagerie ont des niveaux de sensibilité et spécificité assez semblables, mais on sait que l'échographie ou l'ultrason coûte beaucoup moins cher. Donc, on recommande l'utilisation de l'échographie, tout d'abord en raison des coûts. Si l'ultrason, ça ne permet pas d'établir un diagnostic définitif et cohérent, alors là, on recommande l'IRM. Puis si on veut voir s'il y a une atteinte au niveau osseux ou au niveau du labrum, mais là, ça serait plus l'arthro-IRM. C'était la partie sur les tests diagnostiques. Maintenant, au niveau de l'évaluation clinique. Donc, une fois que le diagnostic est fait, on utilise plusieurs outils pour mesurer l'évolution de notre patient. Donc, ici, on a fait des revues systématiques sur certains de ces outils. On a fait sur les mesures d'amplitude articulaire, de force musculaire, de mouvement scapulaire, questionnaire auto-administré et tests de performance. Tout d'abord, pour les mesures d'amplitude articulaire, donc 2 instruments principaux qu'on a regardés. On a regardé le goniomètre et l'inclinomètre pour les mesures d'amplitude articulaire à l'épaule. Puis on s'aperçoit que peu importe la position, peu importe l'outil qu'on utilise, ce sont des outils qui sont fidèles, intra-évaluateurs et inter-évaluateurs. Donc, on peut quand même avoir confiance quand on prend des mesures avec ces 2 outils-là. Pour ce qui est au niveau de la mesure de la position et du mouvement scapulaire, donc souvent fait avec soit un galon à mesurer ou un inclinomètre sur l'épine de la scapula. Encore une fois, les données nous démontrent que ces méthodes-là sont fidèles, surtout intra-évaluateurs. Au niveau de la force musculaire, on a regardé les dynamomètres manuels, stationnaires, et pour ces 2 outils-là, encore une fois, les données sont fidèles. On a regardé aussi le bilan musculaire. Le bilan musculaire, c'est pas vraiment fidèle, c'est surtout non valide. Donc, je vais en parler un peu plus tard, mais c'est non recommandé. Mais le dynamomètre manuel et stationnaire, les 2 outils, sont fidèles, et ce pour plusieurs groupes musculaires. Donc, pour les rotateurs externes, internes, abducteurs, fléchisseurs, ce sont des bons outils. Toutefois, pour tous ces outils-là, puis ça, je trouve que c'est très important, aucune sensibilité au changement a été déterminée. Normalement, pour un outil de mesure, on regarde 3 choses. La fidélité, la validité et la sensibilité au changement. La sensibilité au changement, ça nous permet de dire si on peut utiliser cet outil-là pour suivre notre patient dans le temps. Donc, on veut voir si, lorsqu'on a un changement qui est significatif pour le patient, si cet outil-là perçoit ce changement-là. Et pour tous ces outils-là, ça n'a jamais été évalué ou ça a été évalué puis c'était relativement faible. Donc,
C'est important à noter parce que, en fait, c'est ça qu'on veut voir en clinique. On veut que la force s'améliore, c'est une chose, mais on veut surtout que la personne s'améliore au niveau fonctionnel puis que les symptômes diminuent. Puis souvent, ce n'est pas beaucoup corrélé, ces mesures-là, avec une amélioration fonctionnelle. Donc, recommandations cliniques, pour les mesures de la force isométrique, on croit qu'on devrait favoriser le dynamomètre manuel plutôt que le bilan musculaire manuel, qui est non valide. Puis si on fait des comparaisons entre les cotes puis la force au niveau, la force isométrique à l'aide d'un dynamomètre manuel, il n'y a pas vraiment une belle validité entre les deux, une belle corrélation entre les deux. Ensuite, beaucoup de gens utilisent des mesures linéaires de la scapula. Toutefois, on s'aperçoit que ce n'est pas à cause qu'on a une scapula qui est mal positionnée que c'est associé avec de la douleur à l'épaule ou une problématique à l'épaule. Donc, c'est pour ça que les mesures linéaires de la scapula peuvent être utilisées pour caractériser la position scapulaire, mais pas pour le diagnostic ou pour déterminer si la personne est mieux ou pas. Finalement, les questionnaires. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'études qui ont évalué les qualités métrologiques des questionnaires. Pour la revue systématique qui a été publiée dans Disability and Rehabilitation, on a inclus 120 articles qui évaluaient les qualités métrologiques des différents questionnaires. Je ne parlais pas de tout le processus d'évaluation de ces articles-là, mais je vais aller directement aux recommandations cliniques. Il faut savoir que les questionnaires auto-administrés, ce sont les outils qui sont les plus sensibles au changement pour suivre nos patients en clinique. Donc, ce sont des outils qui sont très sensibles au changement. C'est des outils aussi que le changement cliniquement significatif pour le patient a été établi. Donc, on pense vraiment que ces outils-là devraient être inclus dans l'évaluation de nos patients et dans le suivi de nos patients pour voir si notre patient s'améliore dans le temps. Ce sont des outils aussi qui sont très fidèles, donc des fidélités en haut de 0.8 puis même en haut de 0.9 pour la plupart d'entre eux, et qui ont été aussi validés. Puis il y a un processus de développement de ces outils-là, souvent, qui est objectivé. Donc, on peut voir comment l'outil a été développé. Puis, il y a tellement de différents questionnaires qui existent qu'on peut trouver un questionnaire qui va répondre à ce qu'on veut évaluer avec notre patient. Donc, je passe la parole à François qui va continuer sur la partie intervention. Alors, bonjour. Merci, Jean-Sébastien. Donc, on continue avec l'objectif 2 de notre présent bilan. Et pour l'objectif 2, ce qu'on devait réaliser, c'était donc de se prononcer sur l'efficacité des différentes interventions médicales et de réadaptation pour les travailleurs qui avaient des problèmes, des atteintes à l'épaule. Encore de façon similaire avec l'objectif 1, on s'est intéressé, après discussion avec le comité scientifique, donc aux tendinopathies de la coiffe des rotateurs, qui sont la principale pathologie qui est prévalente là, chez nos groupes de travailleurs. Ceci dit, initialement, à la vue, nos premières recherches bibliographiques, on s'est rapidement rendu compte que de la littérature spécifique associée à l'efficacité des interventions communes médicales ou en réadaptation spécifique chez les travailleurs, il y avait très, très peu de littérature sur ce sujet-là. Alors, donc, on a été, en se basant sur la littérature, donc ce qu'on présente aujourd'hui, ce sont majoritairement des recommandations qui sont en lien avec des populations, sur l'efficacité des interventions chez des populations d'adultes qui peuvent être travailleurs ou qui ne le sont pas, mais on n'aura pas de recommandations nécessairement spécifiques pour les travailleurs proprement dit, pour cette partie-là là, de notre bilan des connaissances. Seul point où on a pu, seule intervention où on a pu faire donc des recommandations spécifiques parce que la littérature était suffisamment abondante, c'était pour l'efficacité des exercices chez les travailleurs et je vais vous présenter ces différents résultats-là en lien avec des populations de travailleurs. Alors, si on regarde premièrement l'efficacité des interventions médicales, à travers cet objectif 2-là, on a fait donc une série de revues systématiques et de méta-analyses pour chacune des interventions. La première intervention auquel on s'est intéressé en termes médicaux, c'est donc l'efficacité des anti-inflammatoires non stéroïdiens oraux pour le traitement des tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Alors, à l'intérieur de cette revue systématique-là qui a été publiée, on a pu inclure 12 essais cliniques randomisés et on a pu faire certaines méta-analyses sur des mesures de résultats qu'on retrouvait dans ces études-là. Les recommandations qu'on a été capable de tirer à partir de la littérature par rapport à l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez des adultes qui présentent une atteinte de la coiffe des rotateurs, une tendinopathie de la coiffe, c'est que les anti-inflammatoires, donc les évidences supportent l'efficacité des anti-inflammatoires pour la réduction de la douleur à court terme.
Pour ce qui est de la fonction, il n'est pas possible de se prononcer à l'heure actuelle avec les différentes études qui ont été publiées. Autre recommandation qu'on est capable de faire à partir de la littérature, c'est que si on regarde les deux grandes classes d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, les cyclooxygénases non spécifiques, qui sont l'ancienne classe d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, versus les nouvelles classes, les cyclooxygénases de classe 2, qui sont spécifiques à la COX-2, il y a équivalence dans l'efficacité de traitement et ça, c'est à prendre peut-être avec un grain de sel. L'incidence d'effets secondaires gastro-intestinaux semble à court terme équivalente pour les deux classes, mais on est capable de se prononcer à court terme pour les effets secondaires gastro-intestinaux. Pour ce qui est à moyen à court terme, on n'avait pas suffisamment de littérature ou de suivi à long terme dans les études pour pouvoir conclure là-dessus. Et évidemment, il y a tout l'aspect risque de problèmes cardiovasculaires qui a été rapporté dans la littérature avec l'utilisation généralement plus chronique des cyclooxygénases spécifiques de la COX-2, des anti-inflammatoires spécifiques de la COX-2, en fait. Alors, dans les études qu'on avait, on n'était pas non plus capable de se prononcer sur l'efficacité à long terme des anti-inflammatoires non stéroïdiens, que ce soit une des deux classes, pour l'efficacité à long terme, pardon. Donc, on ne peut pas amener de conclusion par rapport à cet aspect-là. Et comme je le disais, par rapport aux effets secondaires gastro-intestinaux ou d'autres effets secondaires cardiovasculaires, on est difficilement capable de se prononcer sur ces différents aspects-là à travers la littérature qu'on avait. Par ailleurs, il y a aussi tout l'aspect plus musculo-squelettique. Il y a certaines études, particulièrement chez les animaux, qui démontrent qu'il y a un effet peut-être potentiellement délétère sur les forces tensiles qu'un tendon est capable de supporter lorsqu'il a été exposé de façon relativement plus ou moins longue à la prise d'anti-inflammatoires. Donc, cet aspect-là, non plus, on ne pouvait pas l'aborder à travers la littérature qu'on avait. Donc, il s'agit donc de nos conclusions par rapport à l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Deuxième modalité communément utilisée en clinique pour traiter les tendinopathies de la coiffe, les injections de corticostéroïdes. Dans certains cas, lorsqu'on a travaillé sur cet objectif-là, on a donc réalisé des méta-analyses, des revues systématiques et des méta-analyses de novo. Donc, le sujet n'avait pas été abordé dans la littérature dans le passé. Il n'y avait pas eu de revue systématique ou méta-analyse de publiées dans le passé ou de bonnes revues systématiques méta-analyses récentes. Alors, à ce moment-là, on faisait de nouvelles méta-analyses et revues systématiques. Mais dans certains cas, il y avait déjà dans la littérature des revues ou des méta-analyses récentes de bonne qualité. Et lorsque c'était le cas, pour certaines interventions, nous basions nos recommandations sur ces papiers synthèse déjà publiés. Pour l'injection de corticostéroïdes, c'était donc le cas. On a donc basé nos conclusions sur deux méta-analyses qui avaient été récemment publiées. Et ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion à partir de ces deux méta-analyses, c'est qu'il y a un faible effet de traitement des corticostéroïdes, des injections de corticostéroïdes pour le soulagement de la douleur et l'amélioration de la fonction lorsque c'était comparé à une injection placebo. Ceci dit, l'effet était non maintenu à moyen ou à long terme. Donc, un effet simplement à court terme des injections de corticostéroïdes. Il y avait efficacité équivalente des injections par rapport à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens oraux pour diminuer la douleur et la fonction. Et donc, ce qu'on concluait, là, et ce qui est présenté dans le rapport, c'est que dans ce contexte-là, donc les injections ne devraient pas être la modalité initiale de traitement pour les adultes ou nos travailleurs qui ont des atteintes de la coiffe des rotateurs, puisque l'efficacité est simplement à court terme et qu'une intervention moins évasive comme les anti-inflammatoires démontre une équivalence en termes d'efficacité. Donc, la troisième intervention médicale auquel on s'est intéressé et qu'on a voulu donc poser, là, amener des recommandations, c'était donc l'efficacité de la chirurgie. Donc, on a fait une revue systématique. Dans cette revue systématique, on a inclus 15 essais cliniques randomisés, donc pour voir l'efficacité des chirurgies pour les tendinopathies de la coiffe. Donc, ce qu'on voyait, c'est que l'arthroscopie versus la chirurgie ouverte étaient deux approches efficaces
pour le traitement des tendinopathies de la coiffe. Il y avait cependant un possible avantage à court terme de l'arthroscopie, mais simplement à court terme pour l'amélioration de l'amplitude articulaire. Lorsqu'on regardait les patients en post-opératoire à moyen terme ou à long terme, il n'y avait plus de différence entre les deux types d'approches. Et point particulièrement intéressant, là, qui a un impact clinique certain sur nos patients, c'est qu'on a démontré que l'efficacité des exercices thérapeutiques était équivalente à l'approche chirurgicale, soit l'acromioplastie. Donc, encore une fois, l'acromioplastie ne devrait pas être une intervention qui est tout de suite proposée à nos patients qui souffrent d'une tendinopathie de la coiffe. Les exercices thérapeutiques sont évidemment la première chose à proposer. Par la suite, on s'est intéressé aux exercices. Dans le cas des exercices, il y avait suffisamment de littérature pour se poser la question si les exercices étaient donc efficaces et voir si chez les populations de travailleurs, c'était aussi le cas. Vous savez probablement que dans la littérature, à l'heure actuelle, chez les adultes, on sait, puis c'est démontré avec des évidences des évidences modérées, qu'un programme d'exercice chez nos patients qui ont un problème de tendinopathie de la coiffe est efficace. Alors, on s'est posé la question, on avait suffisamment d'études pour voir est-ce que l'effet de traitement est différentiel chez les gens chez nos travailleurs. Donc, dans ce cas-ci, on a pu inclure 10 essais cliniques randomisés. Et les études qu'on a incluses dans cette revue systématique-là étaient de qualité modérée à faible. Et on avait plusieurs types de populations de travailleurs. Dans plusieurs études, malheureusement, le type de travailleur n'était pas mentionné. Mais dans d'autres études, on retrouvait des travailleurs de la construction, des infirmières ou des employés des postes. Pour ce qui est de l'intervention proprement dit, du programme d'exercice, encore une fois, là, beaucoup d'hétérogénéité, ceci dit. Donc, beaucoup d'exercices d'amplitude articulaire, de renforcement musculaire, des exercices de contrôle moteur, certains exercices plus spécifiques au travail, mais souvent, la description de ces interventions-là laissait à désirer. Donc, si on regarde à l'efficacité d'un programme d'exercice spécifiquement chez les travailleurs, il y a 3 études qui ont comparé un programme d'exercice comparativement à une approche, à un traitement placebo. Donc, 3 études, 252 travailleurs étaient inclus dans ces études-là. Les études étaient de qualité méthodologique modérée et ce qu'on pouvait tirer comme conclusion de ces 3 études, c'est que le programme d'exercice chez les travailleurs est efficace pour diminuer la douleur, améliorer la fonction et aussi favoriser le retour au travail. Intéressant, c'était la première fois qu'on démontrait que spécifiquement les exercices étaient efficaces chez les populations de travailleurs. Et si on regarde si on fait une comparaison avec les autres études qui étaient faites chez les populations adultes, bien qu'on ne pouvait pas faire une comparaison directe, on voit quand même que l'effet de traitement en termes de l'efficacité des approches, il ne semble pas avoir de grand effet différentiel entre donner un programme d'exercice chez un adulte versus le donner chez un travailleur. Par la suite, encore une fois, spécifique aux travailleurs, bien, on a pu comparer les exercices versus l'approche chirurgicale. 2 études de qualité méthodologique modérée avaient comparé ces 2 types d'approches-là. Et encore, chez nos travailleurs, on pouvait démontrer que les exercices thérapeutiques et la chirurgie présentent des efficacités similaires pour l'amélioration de la douleur et l'amélioration de la fonction. On n'avait pas de mesures spécifiques nécessairement au retour au travail dans ce cas-ci, mais pour la douleur et la fonction, qui n'est pas nécessairement la fonction spécifique au travail, on voyait une équivalence dans l'efficacité de traitement. L'autre question qu'on a pu répondre à travers cette revue systématique-là, donc c'est les exercices usuels donnés en clinique versus un programme donné au travail. Donc, il s'agissait ici d'une seule étude avec 94 travailleurs. L'étude était malheureusement de faible qualité méthodologique et on semblait démontrer qu'un programme d'exercice au travail qui avait certaines composantes axées sur les tâches spécifiques du travailleur était supérieur pour la fonction et le retour au travail, mais il s'agissait d'une seule étude et donc difficile de formellement conclure là-dessus, mais il y a des évidences qui laissent porter que ça pourrait être supérieur. Donc, certains des points ici dans cette diapositive-là, j'en ai parlé. Donc, j'en ai parlé par rapport à l'efficacité similaire entre des adultes non-travailleurs et des travailleurs. Pour cet aspect-là, particulièrement chez les travailleurs, bien, on a encore besoin d'études supplémentaires, de meilleure qualité méthodologique, pour vraiment définir
c'est quoi le type d'exercice que nos travailleurs ont besoin, la durée, l'intensité des exercices pour obtenir un traitement optimal, et aussi voir quelles composantes sont les plus efficientes pour la réadaptation de nos travailleurs. Est-ce qu'un simple programme clinique est suffisant? On doit avoir une approche multimodale. Est-ce qu'on doit avoir une approche axée spécifiquement sur les tâches au travail? Ça demeure encore à déterminer. Alors, une autre des interventions communément faites par nos physiothérapeutes là, chez nos travailleurs, c'est la thérapie manuelle. Donc, la thérapie manuelle, mobilisation articulaire, massage, donc mobilisation accessoire de l'articulation glénomérale ou scapulothoracique. Donc, on a donc évalué donc l'efficacité de ces interventions-là. Encore une fois ici, cette revue systématique-là, une méta-analyse qui a été publiée dans JOSPT, donc s'intéressait donc à des populations d'adultes et non pas spécifiques à des travailleurs. Et ce qu'on a pu conclure à travers cette revue systématique-là, donc, c'est qu'il y avait des évidences faibles à modérées d'un faible effet de traitement lorsque la thérapie manuelle est donnée seule ou bien conjointement à un programme d'exercice pour l'amélioration de la douleur et de la fonction. Il y avait encore une fois, et vous allez m'entendre le dire souvent aujourd'hui, on a encore besoin de plus et de plus d'études pour formellement conclure sur l'efficacité de ce type d'intervention-là. On a besoin de plus d'études de bonne qualité méthodologique et aussi pour déterminer encore une fois quelles sont les composantes d'une approche en thérapie manuelle qui sont efficaces pour traiter nos patients qui ont des tendinopathies de la coiffe. Autre modalité utilisée en réadaptation, le laser. Donc, cette fois-ci, on a encore une fois donc fait une nouvelle revue systématique et méta-analyse de 13 essais cliniques randomisés. Et les résultats et les recommandations cliniques qu'on pouvait avoir sur le laser étaient qu'il existait des évidences faibles quant à l'efficacité du laser. Il y a deux types de lasers communément utilisés en clinique, le laser de faible intensité ou de haute intensité. Mais pour ce qui est du laser dit de faible intensité, on voyait un effet pour le soulagement de la douleur à court terme. Ceci dit, bien qu'on voyait un effet lorsque le laser était utilisé seul pour la diminution de la douleur, il n'y avait plus de bénéfice lorsqu'on ajoutait le laser à d'autres modalités comme les exercices ou les ultrasons pour la douleur et la fonction. Donc, pas d'amélioration supplémentaire lorsque c'était combiné à d'autres interventions proprement dit. Autre modalité souvent utilisée en clinique avec nos physiothérapeutes et qui est particulièrement populaire dans les dernières années là, avec ce que peut-être que vous connaissez, le kinésio-taping, qui est une sorte de taping de couleur, là, donc qui a été très, très popularisé là, aux aux avant-dernières Olympiques. Là, on voyait beaucoup d'athlètes qui portaient ces tapings de couleur sur certaines articulations. Donc, c'est une intervention qui est usuellement utilisée en clinique. On s'est intéressé à l'efficacité du taping. Et on a donc réalisé, encore une fois, une revue systématique sur le sujet. Donc, dans ce cas-ci, on a pu inclure 9 études. Donc, on s'est intéressé au kinésio-taping, comme je vous le dis, là, qui est très, très populaire dans les dernières années. Mais historiquement, puis qui est encore utilisé très souvent en clinique, on retrouve un taping non élastique qui est utilisé pour donner un feedback proprioceptif, c'est ce qu'on croit, ou pour améliorer là, la position de l'épaule lors de mouvements, au repos, la position de l'épaule au repos, ou lors de certains mouvements actifs de l'épaule. Donc, ce qu'on pouvait conclure par rapport au taping, c'est qu'il y avait des évidences insuffisantes pour conclure sur l'efficacité clinique du kinésiotape ou du taping non élastique et qu'on avait besoin de plus d'études. Ceci dit, lorsqu'on regarde certains aspects, certaines déficiences chez nos patients à laquelle on soumet un kinésiotape ou un taping non élastique, on voit certains gains qui demeurent à être démontrés comme vraiment efficaces cliniquement, mais lorsqu'on applique un kinésiotape chez les gens qui ont une tendinopathie de la coiffe, on voit une amélioration de l'amplitude articulaire sans douleur. Donc un certain gain au niveau, donc une réduction de la douleur lorsqu'ils bougent leurs bras. Et pour le taping non élastique, on voyait aussi que les gens avaient une amélioration de leur amplitude articulaire active, donc étaient capables d'aller plus haut que précédemment lorsqu'ils n'avaient pas le taping. Encore une fois, des évidences préliminaires sur un effet potentiel, mais plus d'études sont nécessaires pour conclure sur cette intervention-là. Pour ce qui est des autres modalités en réadaptation, je vous présente ici une diapositive où on regarde d'autres modalités qui sont
couramment utilisées en clinique et celles qui sont non démontrées efficaces, pour lesquelles on a publié certaines revues systématiques encore une fois. Donc, l'ultrason thérapeutique et la thérapie par onde de choc ne sont pas efficaces et on avait un niveau d'évidence de faible à modéré pour conclure par rapport à ça. Donc, il faut réaliser qu'ici, on parle bien de la tendinopathie de la coiffe et que je ne fais pas référence à la tendinopathie calcifiée, où là, on voit certaines évidences certaines évidences pour une efficacité de traitement chez les gens qui ont une tendinopathie calcifiée. Nous, comme on se concentrait donc sur la tendinopathie de la coiffe sans calcification, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'évidence qui supporte l'utilisation de ces modalités-là. Et pour ce qui est du TENS, donc le TENS qui est une forme de courant électrique qui a une capacité analgésique, on ne pouvait pas conclure de façon formelle et plus d'études étaient nécessaires pour voir l'efficacité potentielle de cette modalité. Alors, l'objectif 2, initialement, comme je viens de le présenter, on s'intéressait donc à l'efficacité des interventions pour les atteintes de la coiffe de type tendinopathie de la coiffe. La deuxième partie de l'objectif 2 était de voir les efficacités des interventions médicales et de réadaptation pour les gens qui avaient des ruptures transfixiantes de la coiffe des rotateurs. Une condition un peu différente avec un pronostic beaucoup moins bon où là, on a une déchirure donc dans un des tendons de la coiffe des rotateurs. Et pour ces différentes interventions-là, ce qu'on voyait, ce qu'on s'est posé comme question, donc quelles sont les évidences par rapport aux interventions conservatrices, donc principalement des exercices, mais ce qu'on voyait dans la littérature, c'était souvent des études qui comprenaient des exercices, mais aussi avec d'autres modalités analgésiques ou d'autres modalités physiques typiquement données en physiothérapie. On a pu présenter nos conclusions à partir du bilan de 2 revues systématiques. Et ce qu'on en retire, nos conclusions sont les suivantes, c'est qu'il y a des évidences faibles qui soutiennent la chirurgie plutôt que le traitement conservateur pour les patients jeunes et actifs. Et c'est ce qu'on voit généralement en clinique. Donc, les gens jeunes et actifs qui ont une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs vont généralement être opérés et vont avoir un gain, vont avoir donc une réduction de leur douleur puis une reprise de leur fonction suivant la réparation de la coiffe des rotateurs. Mais encore une fois, pas une tonne d'évidence qui supporte ce parcours usuellement clinique que nos patients jeunes et actifs ont lorsqu'ils ont une rupture de la coiffe. Il y a des évidences contradictoires quant à la supériorité de la réparation de la coiffe par rapport aux exercices thérapeutiques chez les autres types de patients. Alors, nos patients qui sont plus âgés, qui sont moins actifs, il n'est pas clair à l'heure actuelle que ces gens-là devraient être opérés ou devraient simplement faire un programme de réadaptation. Plus d'études sont nécessaires pour conclure sur l'efficacité des traitements conservateurs versus le traitement chirurgical, la réparation de la coiffe. Pour ce qui est de l'efficacité de la chirurgie proprement dit, donc on a pu faire, il y avait beaucoup de littérature par rapport à ça, donc la réparation de coiffe, est-ce que c'est vraiment efficace pour les gens qui ont une rupture de la coiffe des rotateurs? Donc, dans notre rapport, vous trouverez la synthèse de 8 revues systématiques et 3 essais cliniques randomisés qui avaient été publiés suivant ces revues systématiques-là. Et ce qu'on voit dans les types d'approches qui sont faits, donc il y a équivalence de la réparation de la coiffe par voie ouverte, semi-ouverte ou par arthroscopie pour l'amélioration de la douleur, de la fonction et des amplitudes articulaires. Donc, bien que à l'heure actuelle, l'approche arthroscopique est très, très populaire, la littérature à l'heure actuelle ne supporte pas l'efficacité supplémentaire d'une approche par rapport à l'autre. Il y a équivalence de l'efficacité de la réparation de la coiffe lorsqu'elle est faite soit par simple rang ou par double rang en termes de suture. Donc, souvent, il peut y avoir une suture de simple rang ou une suture de double rang qui est faite lorsqu'on veut donc réparer donc, la rupture transfixiante. Donc, on ne voit pas de différence dans l'efficacité proprement dit. Ceci dit, le taux de récidive, et c'est pas clair là, parce que des fois les suivis sont variables, mais le taux de récidive est possiblement moins élevé lorsqu'il y a une réparation qui est faite par double rang. La réparation de double rang est souvent faite dans l'optique d'avoir une réparation qui est plus solide et plus durable. Mais donc, on semble voir un effet là, mais ça demeure incertain. Alors, ça fait le tour donc des différentes interventions qu'on a évaluées dans le cadre de l'objectif 2. Donc,
pour ce qui est de l'efficacité des interventions médicales et de réadaptation pour les problèmes de coiffe, que ce soit tendinopathie de la coiffe ou rupture. Pour l'objectif 3, donc, on devait résumer les évidences en lien avec le retour au travail de nos travailleurs qui ont des problèmes de coiffe. Et ce qu'on a fait à travers l'objectif 3, c'est qu'on a regardé l'efficacité des interventions en milieu de travail spécifique et on a aussi regardé les facteurs pronostiques qui étaient associés à l'absentéisme et au retour au travail. Ceci dit, comme il n'y avait pas ou peu de littérature donc spécifique aux atteintes de la coiffe, donc tendinopathie de la coiffe ou rupture de la coiffe, on a donc inclus des études qui regardaient, qui incluaient des patients qui avaient des douleurs à l'épaule. Donc, on n'a pas inclus d'autres types d'études, donc les douleurs cou-épaule qu'on voit souvent dans la littérature épidémiologique par rapport à des populations de travailleurs. Ces études-là n'étaient pas généralement incluses dans notre bilan. Ce qu'on s'intéressait, donc, c'était vraiment des études qui incluaient des travailleurs qui avaient des douleurs à l'épaule. Première partie de l'objectif 3, regarder l'efficacité des interventions au milieu de travail pour les travailleurs avec des douleurs à l'épaule. Donc, à travers cette revue systématique-là qu'on a fait, on a pu inclure 22 essais cliniques randomisés et les essais cliniques qui étaient inclus étaient de qualité méthodologique modérée à faible. Et on retrouvait, et c'est sûrement pas idéal pour pouvoir tirer des conclusions vraiment fiables, on retrouvait souvent des cohortes mixtes, donc des cohortes mixtes de travailleurs sains et pathologiques chez qui on les soumettait à une intervention au travail, donc dans une visée préventive, mais aussi une visée thérapeutique chez les patients qui avaient déjà des douleurs à l'épaule, puis je vais vous montrer les résultats spécifiques à ça par la suite. Les interventions à l'étude, et je vais vous présenter les résultats en lien avec ces deux types d'interventions-là. Donc, programme d'exercice au travail, donc pour des travailleurs qui ont des douleurs à l'épaule, un petit peu différent de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, en lien avec spécifiquement les tendinopathies de la coiffe. Et on a aussi regardé, on a pu regarder à partir de la littérature qui avait été publiée, donc l'efficacité de l'adaptation des postes de travail, que ce soit un poste informatique ou l'adaptation de postes de travail en industrie. Donc, intervention en milieu de travail, ici, je vous présente donc une des méta-analyses qu'on a fait et juste parfait. Donc, ici, on s'intéressait donc aux interventions, aux programmes d'exercice qui étaient faits en milieu de travail pour, on a pu pooler les études qui ont regardé donc la réduction de la douleur, mais chez des cohortes mixtes, c'est-à-dire que on soumettait donc un groupe de travailleurs qu'ils aient des douleurs à l'épaule ou non à un programme d'exercice et on regardait overall, est-ce qu'on pouvait diminuer la douleur de cette cohorte-là en moyenne? Alors, ce qu'on voit, si vous regardez donc le triangle noir là, complètement en bas, on voit que sur une échelle visuelle analogue sur 10, on est capable de diminuer la douleur de 0,46 sur 10 lorsqu'on les soumet à un programme de ce type-là. Donc, 0,46, c'était statistiquement significatif. Donc, on voyait donc une réduction significative pour les études qui avaient regardé ce type d'intervention-là chez des cohortes que j'appelle mixtes, là, donc de travailleurs sains et de travailleurs qui présentent des douleurs à l'épaule. Donc, on voit un effet overall, donc dans ces études-là, un effet qui n'est pas très important, à savoir s'il est cliniquement important. C'est difficile à dire puisqu'on a des cohortes qui sont mélangées. Mais par la suite, dans cette revue systématique-là, on a pu isoler certaines études qui s'intéressaient simplement aux travailleurs qui avaient de la douleur à l'épaule. Et là, on les soumettait à une intervention au milieu de travail, donc spécifique pour leur douleur à l'épaule, qui comprenait un programme d'exercice. Et là, ce qu'on peut voir, si vous regardez le triangle noir, ce qu'on voit donc, c'est une réduction de 1,31 sur une échelle visuelle de 10 cm. Donc, les 4 études qu'on avait incluses, donc, overall, on a un effet où on diminue la douleur après un programme d'exercice. 1,31, c'est pas proprement dit considéré comme une valeur cliniquement importante, mais c'est pas très loin de ça. C'était statistiquement significatif. Donc, encore une fois, besoin d'un peu plus d'études pour formellement conclure. Mais comme je le disais tout à l'heure, les évidences ne sont pas extrêmement fortes et la qualité méthodologique des études n'était pas toujours optimale pour arriver avec des conclusions très fortes.
L'autre méta-analyse qu'on a pu faire, donc, c'est s'intéresser donc à, dans ce cas-ci, l'efficacité des interventions ergonomiques, donc l'ajustement du poste de travail. Et dans ce cas-ci, encore une fois, on avait des cohortes mixtes de travailleurs qui présentaient déjà des douleurs à l'épaule ou qui n'avaient pas de douleurs à l'épaule. Mais ce qu'on voyait, c'est que lors du suivi, lorsque les patients se trouvaient à avoir une modification de leur poste de travail, que ce soit un poste informatique ou un poste de travail en industrie, ce qu'on voyait, c'est qu'on était capable, donc on avait un risque relatif, on pouvait réduire la douleur, on avait 1,88 chances de réduire la douleur suivant l'intervention. Et ça, c'était statistiquement significatif. Donc, lorsqu'on soumet nos travailleurs qui ont des problèmes d'épaule à un ajustement du poste de travail, on est donc capable de réduire, donc dans ce cas-ci, de façon plus précise, là, on parle de la prévalence de la douleur là, dans ces cohortes-là. Donc, exercice en milieu de travail semble efficace pour la réduction de la douleur. Donc, comme je l'ai dit, on a besoin de plus d'études pour vraiment conclure de façon formelle. Il semble avoir une équivalence par rapport à l'approche clinique usuelle, mais ça demeure à confirmer. Et comme je le disais, avec la dernière méta-analyse, on voit donc des évidences modérées qui supportent l'adaptation des postes de travail pour la réduction de la douleur ou de la prévalence de la douleur dans ces cohortes de travailleurs-là. L'autre point, il semble avoir des bénéfices possibles, et s'il s'agit de faible évidence encore, qu'une approche multimodale, qui ne comprendrait pas juste un programme d'exercice réalisé au travail, mais qui comprendrait des conseils, des modifications et d'adaptation des tâches au travail, donc une approche plus complète, pourrait avoir donc des bénéfices supplémentaires pour le retour au travail de nos patients, de nos travailleurs qui ont des problèmes d'épaule. Et ça, lorsque c'était comparé à un programme d'exercice clinique simplement. Mais donc, faible évidence, ça demeure donc à démontrer hors de tout doute. Alors maintenant, pour la deuxième partie de l'objectif 3, je laisse Jean-Sébastien conclure avec notre présentation. Donc, la dernière revue systématique qu'on a faite pour l'objectif 3, on a regardé les facteurs pronostiques de l'absentéisme et du retour au travail en lien avec une atteinte à l'épaule. Donc, pour cette revue systématique-là, on a inclus 8 études, 4 prospectives, 4 rétrospectives. Il y avait 3 études qui regardaient les facteurs pronostiques de l'absentéisme et 5 études qui regardaient les facteurs pronostiques du retour au travail. Comme on disait, on n'a pas inclus seulement des études avec des gens qui avaient des atteintes de la courbe de rotateur. Donc, on avait 3 études qui regardaient les facteurs pronostiques de retour au travail après une chirurgie pour une rupture transfixion de la courbe de rotateur. Une étude chacune pour une population avec tendinopathie de la courbe de rotateur, troubles musculo-squelettiques aux membres supérieurs, douleurs au cou et à l'épaule, mais pour ces 2 études-là, on était capable d'isoler les atteintes spécifiques à l'épaule. On avait aussi une étude qui était intéressante qui regardait des nouveaux employés d'entretien dans une école. Je vais vous parler un peu des résultats tantôt, c'était intéressant. Puis une autre étude qui regardait un nouvel épisode de douleur à l'épaule non spécifique. Donc, il y avait plusieurs facteurs pronostiques qui étaient mesurés dans ces études-là. Donc, il y avait des variables sociodémographiques comme le sexe, l'âge, la scolarité. Il y avait des caractéristiques des atteintes comme la nature de l'atteinte, la récurrence, l'événement déclencheur, la durée, intensité de la douleur, amplitude articulaire et toutes ces variables-là. Et il y avait des mesures liées au travail, donc la charge physique du travail, les indemnités reçues, l'environnement psychosocial du travail, le statut d'emploi et le type d'emploi. Fait à noter, chacune des études avait sa propre définition de l'absentéisme et du retour au travail. Donc, des fois, ça rend un peu plus difficile de faire une revue systématique dans ce temps-là. Donc, pour l'absentéisme, ça allait d'une absence d'au moins une journée à une absence de longue durée. Pour le retour au travail, il y en a qui voulaient un rétablissement complet, il y en a qui voulaient juste un retour au travail avec la même tâche, même s'il restait encore des déficits et des symptômes. Si on regarde les résultats, donc les principaux facteurs qui ont été identifiés dans les revues, dans la revue systématique, vous allez voir qu'il y a plusieurs facteurs qui ressortent, mais c'est rare qu'un facteur ressorte dans plus d'une étude. Donc, ça montre qu'il y a encore des études nécessaires pour vraiment conclure quant aux facteurs, des facteurs pronostiques de l'absentéisme et du retour au travail. Donc, pour les facteurs sociodémographiques, il y a 3 facteurs qui ont été ressortis des études. Donc, scolarité plus élevée, les gens sont plus susceptibles de retourner au travail. Les travailleurs plus âgés sont moins susceptibles de retourner au travail. Ça, il y a 2 études qui l'ont noté. Je ne pense pas que ça surprenne personne. Consommation d'alcool associée à une incapacité à retourner au travail. Ensuite, pour les facteurs en lien avec les caractéristiques de l'atteinte, donc l'origine de l'atteinte. Les atteintes non traumatiques sont associées à un plus grand risque d'arrêt au travail et un plus long délai de retour au travail. Donc, ici, on compare les atteintes non traumatiques, donc plus dégénératives par rapport aux atteintes qui sont traumatiques.
Puis c'est pas surprenant, en fait, si quelqu'un a une dégénérescence tout le long de sa vie de son tendon, c'est sûr que ça va être beaucoup plus dur de retourner au travail. L'intensité initiale de la douleur aussi, il y a 2 études qui ont noté ça. Et la présence d'un trouble psychologique. Encore une fois, je pense que c'est 3 facteurs qu'on retrouve aussi pour les lombalgies. Donc, c'est pas vraiment des facteurs qui sont surprenants. Et dernièrement, les facteurs liés à l'emploi. Donc, ceux qui reçoivent une indemnité plus élevée, c'est associé à un délai plus long pour le retour au travail. Ça a été noté après des chirurgies pour une rupture de la coiffe des rotateurs. Un travail plus exigeant physiquement serait aussi associé à de plus longues périodes d'absence au travail. Et l'étude que je vous parlais, qui prenait des gens qui commençaient à travailler, c'était dans une école aux États-Unis, ils ont fait un examen physique conditionnel à l'embauche, puis sont aperçus qu'en fait, ils engageaient juste les gens pour lesquels ils croyaient qu'il y avait les caractéristiques physiques pour faire l'emploi. Puis sont aperçus que ça diminue la proportion de travailleurs développement des douleurs à l'épaule et de l'absentéisme au travail. En fait, sur une période de 3 ans, ils ont juste engagé selon des critères selon leur capacité à faire l'emploi, puis ils n'ont eu aucune blessure à l'épaule pendant 3 ans. Donc, comme vous pouvez le voir, on a encore besoin davantage d'études de bonne qualité avec des travailleurs présentant des atteintes de la coiffe des rotateurs pour pouvoir faire des conclusions spécifiques pour cette population-là. Puis, seuls 3 facteurs ont été identifiés dans plus d'une étude, soit l'origine de l'atteinte, la sévérité de l'atteinte et l'âge des travailleurs. Donc, ça aurait été intéressant quand même qu'il y ait plus d'études que ça qui confirment certains facteurs, mais présentement, ce sont les facteurs qui semblent en lien avec soit l'absentéisme ou le retour au travail. On a regardé aussi la littérature en lien avec les autres atteintes musculo-squelettiques. Donc, ce n'est pas d'autres facteurs à considérer en lien avec l'épaule. François et moi, avec Kedja Perrault, on avait écrit un chapitre de livre pour un livre sur les atteintes musculo-squelettiques au travail. Donc, on a fait une revue de littérature un peu plus complète sur les facteurs à considérer pour le retour au travail chez les gens avec des atteintes musculo-squelettiques. Donc, je vous lance juste ça comme autre facteur, mais c'est vraiment pas en lien avec les atteintes à l'épaule. Donc, on sait que la motivation du travailleur et sa volonté à retourner au travail sont des facteurs positifs d'un retour au travail. On sait aussi que si le travailleur ressent beaucoup de stress au travail, ça augmente les chances d'absentéisme plus long. Puis un travail qui comporte davantage de responsabilités ou le sentiment d'être appuyé par l'employeur, ça diminue aussi la durée de l'absentéisme. D'autres facteurs aussi qui sont intéressants, c'est que la relation qu'entretient le travailleur en arrêt de travail avec les professionnels de la santé et ses collègues, s'il y a une bonne relation, ça va beaucoup aider le retour au travail. Donc, s'il se sent cru par ses employeurs, même par ses collègues de travail, ça va beaucoup aider cette personne-là, ce travailleur-là, à retourner en emploi. Il y a des études aussi, surtout pour les douleurs lombaires basses, qui démontraient l'importance de la collaboration et de la communication entre les différents acteurs suite à un arrêt de travail. Donc, les employeurs, l'employé, les intervenants. Donc, si tout le monde se parle puis ont le même message, c'est très positif pour un travailleur pour retourner en emploi. Puis, finalement, si l'employeur est impliqué activement dans le retour en emploi d'un travailleur blessé, ça peut avoir un impact majeur sur le retour au travail. Comme je vous dis, ces facteurs-là, c'est plus général. Ce n'est pas des études en lien avec l'épaule qui ont conclu ça. Donc, pour terminer, c'est notre rapport qui est sur le site web de l'IRSST. Donc, si vous voulez aller le consulter, libre à vous. Il est gratuit. Merci.